4e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat s'est achevée hier. Cette nuit de entrepreneurs est couplée avec la nuit des agripreneurs, mettant un terme aux activités de la 2e édition d'Ayabotka. Internet est un outil de recherche et de divertissement. Quel est son impact dans l'éducation des enfants? Focus ce soir sur cet outil de communication. Culture, patrimoine naturel et culturel, tourisme et développement de la Tondjilé sur le thème du Festival des Arts et Culture du peuple de ces terroirs. Les activités préparatoires ont eu lieu hier. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Du 13 au 19 novembre dernier, Ayachat a organisé sa 2e édition Ayabotkan sous le thème « Accompagner les agripreneurs du réseau Ayachat à travers de partenaires pour la mise en œuvre de leurs projets agricoles ». Une édition consacrée à la formation de jeunes et femmes en agrobusiness. Pour parler de cette initiative, nous recevons comme invitée Mme Fatime Soukatera, présidente d'Ayachat. Bonsoir Madame. Bonsoir. Avec vous, c'est la question de parler sur Ayachat. Mais bien avant, nous allons découvrir ensemble la cérémonie de clôture d'hier. La première dame Indé a présidé hier la cérémonie de clôture des activités de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Cette Semaine mondiale est couplée avec la nuit des agripreneurs. Des prix d'encouragement ont été décernés aux créateurs de projets porteurs. Mohamed Sidabaka. Nuit des entrepreneurs, nuit des agripreneurs, des événements couplés pour marquer la clôture de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et la 2e édition d'Ayabotka. Un événement placé sous les auspices de la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, marraine de la jeunesse et des femmes. C'est une occasion offerte aux passionnés de l'entrepreneuriat et agrobusiness de vibrer au rythme d'une semaine, d'échanges d'expériences, de compétitions et bien d'autres activités. Nous célébrons pas seulement la jeunesse tchadienne, mais l'esprit de créativité que vous nous avez souhaité l'emprunter. Merci pour cet accompagnement. Vous étiez toujours là et nous sommes aujourd'hui plus que heureux. La 2e édition d'Ayabotka a également tenu toutes ses promesses. Cette 2e édition, qui, Dieu merci, vient de s'achever en beauté, avec comme bilan global de 130 jeunes d'âge moyenne de 18 ans est composée de 40% de femmes. Le représentant du bureau diplomatique des Pays-Bas au Tchad a salué la détermination de la jeunesse tchadienne dans le domaine d'agrobusiness. Il a rassuré le gouvernement quant au partage d'expériences de son pays en la matière. Le ministre des Finances et du Budget a pour sa part rassuré les jeunes quant à l'effectivité du fonds dédié pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en insistant sur le sérieux et le professionnalisme qui l'encadre. Le fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, battu suivant le chemin institutionnel, organisationnel et fonctionnel arrêté par le maréchal Idriss Déby, est aujourd'hui une réalité. Officiant l'événement, la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, marraine de la soirée, a rendu un hommage mérité aux jeunes entrepreneurs pour leurs réalisations appréciables et a marqué la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. La marraine n'a pas manqué de féliciter également les agripreneurs qui se sont illustrés par l'art de transformation des produits locaux. Hinda Déby Itno les a invités à plus de créativité pour promouvoir ce secteur. Les ambitions du gouvernement en faveur de la jeunesse se traduisent en actes cette nuit. 23 jeunes porteurs de projets ont reçu des financements sous forme de prêts par la remise de chèques dans le cadre du Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Une enveloppe de plus de 501 millions de nos francs sont octroyés par plusieurs banques de la place. Des prix ont été aussi remis aux gagnants de différentes compétitions de cette 4e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, à cette nuit marquée par des prestations artistiques et culturelles. Au cours de cette soirée, la première dame de Déby a rendu un hommage mérité aux jeunes entrepreneurs pour les réalisations appréciables et a marqué la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Je voudrais me féliciter des réalisations des agripreneurs qui se sont illustrés dans l'art de transformation des produits locaux. C'est une valeur ajoutée qui est ainsi apportée aux produits de l'agriculture. Je voudrais dire simplement bravo. Bravo à nos entrepreneurs et bravo à nos agripreneurs.
Vous avez montré et démontré que des choses sublimes peuvent être faites juste à force de volonté et de génie créateur. Je vous invite à cultiver sans cesse ces qualités et à maintenir le cap de l'espoir, car il s'agit là du socle même du progrès. Nous savons tous combien l'entrepreneuriat participe à la création d'emplois et de richesses. C'est à juste raison que le gouvernement a mis en place un fonds dédié à l'entrepreneuriat. Je suis d'autant ravie ce soir de remettre des chèques à quelques jeunes entrepreneurs. Ce n'est pas un cadeau, car ce geste récompense un mérite réel. Vous avez montré vos qualités intrinsèques et des preuves fortes de vos habiletés dans vos différentes branches d'activité. Il est du devoir des pouvoirs publics et de ses partenaires de vous soutenir activement dans la matérialisation de vos projets. Les lampions sont éteints sur cette 4e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la prestation des entrepreneurs tchadiens qui ont, durant cette semaine, démontré tout leur savoir et génie créateur que caresse le maréchal Zébidnou. À travers l'entrepreneuriat de la jeunesse est en train de se concrétiser. Suivez cette réflexion de Assira Nambatingar. La messe est finie. Les résultats sont hautement à la hauteur des attentes, tant les entrepreneurs tchadiens ont fait découvrir leur savoir-faire, leur ingéniosité et leur inventivité à travers les expositions et projets. Les partenaires que sont le gouvernement, les organisations internationales, la Fondation Grand Cœur et les banques n'ont pas aussi failli à leur devoir. Bref, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, 4e édition, est au Tchad un grand succès et augure de perspectives radieuses pour l'émergence du pays, dont le socle est la jeunesse, comme ne cesse de répéter le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le Tchad réunit tous les atouts pour son développement. La jeunesse, bien qu'elle représente un coût économique colossal pour les pouvoirs publics, constitue en retour la force motrice de développement, grâce au savoir acquis de ces investissements. L'entrepreneuriat, dont parle le chef de l'État, est à bien des égards la politique de croissance économique à travers la chaîne de valeur créatrice de richesses. Le Fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes et de la femme, pensé et mis en œuvre par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, participe de cette volonté. Et c'est un exemple singulier dans la sous-région en cette période de récession économique. La jeunesse est bien au cœur des actions publiques et au cœur de la politique de l'émergence du Tchad prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Plusieurs actes irréfutables le démontrent. Madame Fatimi, comment est venue l'idée de créer Ayachat? Et c'est quoi agrobusiness Ayabotkan? Merci beaucoup. Ayachat est cofondé par 6 jeunes Africains dans le mois du Tchad. C'était une idée de ces jeunes très ambitieux qui rêvent grand pour amener leur socle au développement de leur continent. Rentré au Tchad en 2015, c'est là où on a lancé en 2016 Ayachat, la session d'Ayachat ici. Aya, c'est African Youth in Agribusiness Organization. Donc en français, c'est la jeunesse africaine dans l'agrobusiness. L'objectif principal, c'est d'initier les jeunes à aimer, à adorer l'agribusiness, l'agriculture en grand A, donc agro-silvo-pastoral et halieutique. La 2e édition de ce camp est organisée dans un contexte particulier de la Covid-19. Dans ce contexte, le résultat de l'événement était-il à la hauteur de vos attentes? Effectivement que Covid a carrément tout chamboulé. D'abord, il faut prendre en compte qu'on est vraiment un pays enclavé. Donc, on a eu un coup direct sur surtout les femmes qui doivent transporter leurs produits d'un point A à un point B. Concernant, bien sûr, l'organisation de cette 2e édition, c'était, on a reçu plus de 500 candidats, dont en partenariat bien sûr avec le ministère de la Santé qui a fait un travail très formidable, qui nous a mis en place toute l'équipe médicale et les masques, les gels, tous les kits contre Covid et surtout les sensibiliser sur le Covid. Donc on a pratiquement commencé le module avec ça.
Donc l'objectif d'Aya Bootcamp, on aimerait bien sûr faire quelque chose de grand, mais le ministère de la Santé nous a donné un chiffre, un nombre à ne pas dépasser, vu qu'on va rester ensemble, qu'on était ensemble pendant 7 jours à 24 heures sur 24. Donc ils étaient plus inquiets pour nous que pour la réalisation de l'activité, de l'événement. Pourquoi vouloir de manière spécifique accompagner et soutenir les femmes et jeunes à entreprendre et s'autonomiser dans le domaine agricole? Pourquoi? C'est vraiment large, mais on est là ici, on est cette jeunesse qui apporte sa contribution. Le fait aujourd'hui, l'année passée, on l'a organisé, c'était carrément un peu difficile parce que les gens ne comprenaient pas le contexte d'amener les jeunes en dehors pour les faire travailler pratiquement qu'est-ce que c'est l'agriculture. C'était vraiment une idée qui est venue comme ça. Les aider parce que c'est pas une obligation, mais c'est un devoir vis-à-vis même de mon propre pays et vis-à-vis de la jeunesse. Donc le fait d'apporter ça, d'amener cette contribution m'a fait moi personnellement de marquer parmi les plus de 500 Africains, et je fais aujourd'hui partie des 35, j'ai obtenu le prix de 35-35 de ces jeunes entrepreneurs qui font bouger et qui apportent leur contribution à leur communauté. C'est une information de plus qu'on apprend? Oui, c'est une information de plus parce que c'est le Tchad qui est à l'honneur, mais c'est pas Fatimé Soukar Terab qui est à l'honneur. Fatimé Soukar Terab est diplômée en gestion aéronautique. Exactement. Et elle s'intéresse dans le domaine agricole. Pourquoi cette motivation du ciel à la terre? Du ciel à la terre, c'est pas qu'on le fait par ambition ou on le fait par passion, on le fait par devoir pour notre pays. Chacun amène sa contribution. Donc de mon côté, quand on parle de l'agriculture, souvent quand je me suis lancée dans ça, j'ai pas eu des repères. J'ai pas eu des gens qui peuvent me dire voilà, tiens, si tu veux te lancer à faire par exemple des tomates, tu dois faire A, B, C, D et tu dois le faire dans telle période. J'ai eu vraiment cette difficulté à me lancer. Donc je me suis dit que je peux directement ou indirectement faciliter la tâche à ces jeunes-là, afin de leur offrir l'opportunité avant même de se lancer dans ce projet qui est d'ailleurs, qui tient à cœur le maréchal du Tchad. Mais je tiens aussi à rappeler que les 2 éditions, la première édition et la deuxième, est parrainée par la première dame qui, pour elle, elle a toujours cru en nous, elle a toujours cru en cette jeunesse, et surtout quand c'est une femme qui vient vers elle avec des projets très innovants. On reviendra sur ça parce que vous avez eu un chèque, nous allons y revenir, mais hier, une grandiose cérémonie dite Nuit des agripreneurs a marqué la clôture des activités de la 2e édition. Voilà, quelle est la portée de cet événement pour vous? Bon, je tiens d'abord à préciser que c'était 2 événements et comme d'habitude, la maman de la République, la première dame a décidé qu'on le fasse ensemble et on l'a nommé la nuit des agri-entrepreneurs. C'était vraiment un succès et c'est un message très fort à tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce domaine, de se dire que voilà, vous allez vous lancer, mais lancez-vous ensemble pour votre pays. Pendant cette nuit, bien sûr, l'État a lancé officiellement les chèques promis par le maréchal. Et je profite de ça pour vous dire qu'à travers ce chèque, avez-vous un message à celles ou ceux qui vous suivent en ce moment? Bien sûr, mon message est simple, c'est-à-dire qu'il faut vous rapprocher des banques concernées, faites des études, faites un projet bancable, faites un business plan bien fait, et puis il n'y a pas de raison. Avant, on peut se dire que oui, on a des projets, mais on n'a pas d'accompagnement. Mais aujourd'hui, on a cet accompagnement de financement, mais il faut se battre pour aller de l'avant et pour obtenir ce financement-là. Merci Fatimé d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et nous poursuivons ce journal à l'occasion de la Journée mondiale de souvenir de victimes des accidents de circulation routière, édition 2020. Le ministre des Infrastructures et de Transport, Ahmad Abakadjid, a ouvert hier les travaux de la journée d'échange. Le point avec Abdelhadi Mansali. C'est une journée d'échange pour marquer la Journée mondiale des souvenirs des victimes des accidents de circulation routière. La sécurité routière étant au cœur de la politique du gouvernement. La problématique a été passée au peigne fin
À cette journée d'échange, initiée par le ministère des Infrastructures et des Transports, à travers l'Office national de la sécurité routière, les problèmes majeurs de santé publique occasionnés par les accidents de la circulation ont conduit à la prise d'une batterie de mesures à l'échelle nationale, affirme le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, Ousmane Moussagna. Dans son intervention, le ministre des Infrastructures et des Transports a relevé les problèmes majeurs de la sécurité routière au Tchad. Au Tchad, les accidents de circulation font chaque jour plus de 7 personnes tuées et des dizaines d'autres blessés qui affluent vers les hôpitaux et elles succombent à leurs blessures dans une proportion de plus de 60%. Malheureusement, les 75% des victimes dénombrées sont des jeunes de moins de 40 ans. Ce qui montre combien de fois la jeunesse, c'est-à-dire l'avenir de notre pays, est frappée de plein fouet par le phénomène qui n'épargne d'ailleurs personne. Ahmad Abakar Adjid n'a pas manqué de rendre un hommage mérité aux forces de l'ordre qui se sacrifient pour réguler la circulation. Le commandant de la force mixte multinationale, le général Ibrahim Manou Youssouf, et celui du secteur 2, le général Mama Suleiman, se sont rendus dans les zones d'opération pour galvaniser les forces de défense et de sécurité blessées lors d'un affrontement avec les éléments de la secte Boko Haram. Le point avec Idriss Moudidriss. Ces deux responsables militaires sont venus galvaniser les troupes en opération à Litri, Kaiga Kindiria et Kaiga Ngouboua qui empêchent les menaces terroristes de la secte Boko Haram afin d'assurer la quiétude à la population. Ces zones frontalières au Cameroun, Niger et Nigeria sont souvent ciblées par les éléments de la secte Boko Haram, raison pour laquelle le général Mohamed Suleiman Malo invite le soldat à la vigilance pour maîtriser toutes sortes d'attaques tendant à menacer la vie des paisibles citoyens et les soldats. Pour le commandant de la force multinationale mixte, le général Ibrahim Manou Youssouf, les éléments du secteur 2 ont toujours circonscrit les attaques et les menaces terroristes dans les îles du lac Tchad. Toutefois, il exhorte les contingents tchadiens à doubler d'efforts pour anéantir ces phénomènes dans le bassin du lac Tchad. La délégation, dans son périple, est allée visiter les soldats sous traitement blessés au cours d'un affrontement contre les éléments de la secte Boko Haram. La deuxième édition des Journées des ressources humaines s'est achevée hier au Palais du 15 janvier, organisée par l'Association des professionnels des ressources humaines. La clôture des assises est présidée par le directeur général du ministère de la fonction publique, Lachakbi Pabamedezeri. Cette deuxième édition de la Journée nationale des ressources humaines a permis aux participants d'échanger amplement sur les questions telles que la gestion de la retraite, le comportement face à la retraite, l'âge de la retraite, mais aussi et surtout comment construire un système universel de la retraite. Et ce, dans le but de promouvoir la politique de la protection sociale. Le président de l'Association nationale des professionnels des directeurs de ressources humaines, Madina Djimta Martial, qui relève que ces assises vont impulser un nouveau dynamisme en matière de la gestion de la retraite, appelle les plus hautes autorités du pays à promouvoir la retraite au Tchad. Les participants qui souhaitent que ce genre d'initiative soit pérenne demandent au gouvernement d'accorder une attention particulière à leurs recommandations. La prise en compte de la situation matrimoniale des fonctionnaires dans le traitement des salaires, la revalorisation de la pension et l'augmentation du SMIC, plus de 60 000 francs. Se félicitant de la tenue de ces assises, le représentant du ministre de la fonction publique, Oumar Adef, rassure les participants que les résolutions issues des travaux de cette deuxième édition de la Journée nationale des ressources humaines auront un écho favorable. En mission à Koumra dans le Mandoul, le directeur général du ministère de Poste et de l'économie numérique est allé s'enquérir de la construction du site de la fibre optique. Le point avec Geta Jitengue Félix. Constater le démarrage effectif des travaux d'implantation des sites de fibre optique dans la zone soudanienne, précisément dans la province du Mandoul, est l'objectif d'une mission conduite par le directeur général du ministère des Postes et de l'économie numérique, Yonojouma Clément, accompagné du coordinateur du projet de modernisation des infrastructures et de communication électronique, Bobé Poka. Ce chantier d'une durée d'exécution d'un mois permettra d'améliorer considérablement la qualité des prestations et de modernisation des communications
communications électroniques avec des retombées positives en termes d'ouverture au monde extérieur. La mission est allée présenter ses civilités au gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Betolnga. Au cours des échanges, l'administratrice provinciale du Mandoul, Diamra Betolnga, a rassuré la mission que des dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser les travaux de construction du site et de raccordement. Comme on parle de la fibre optique, intéressons-nous cette fois-ci de l'impact de l'Internet dans le secteur éducatif. Le sujet est au cœur de l'inspiration de notre rédaction. Un outil de communication, mais d'autres personnes l'utilisent à tort et à travers. Notre reporter Nodia Mosine est allé à la rencontre de quelques enseignants des établissements d'enseignement secondaire. Son reportage. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, particulièrement l'Internet, ont des impacts sur tous les secteurs d'activité. Dans le domaine de l'éducation, cet outil offre autant d'opportunités pour les élèves et enseignants. L'Internet constitue déjà une seconde bibliothèque pour moi, plus large encore pour mes recherches et autres. Je viens à l'école, il y a des enseignants qui me donnent des cours, mais cela n'est pas approprié ni cela n'est large pour que je puisse mieux comprendre les cours. Une fois rentré, j'utilise l'Internet pour mieux faire des recherches et en savoir encore plus sur ce que l'enseignant m'a donné. Pour le censeur du lycée Collège Saint-Étienne, l'Internet est devenu un moyen d'orientation et d'éducation. C'est la première des choses que nous donnons aux élèves lorsque nous sommes au début d'année dans les méthodes d'apprentissage et les méthodologies, comment élaborer son emploi du temps. L'Internet occupe la première place. Ces pédagogues conseillent aux élèves d'utiliser l'outil Internet à des fins utiles. Ces élèves qui utilisent l'Internet à mauvais escient, il faudrait bien entendu les ramener à la bonne direction parce qu'on publie n'importe quoi sur Internet. Parfois, il y en a qui peuvent aller voir des vidéos inappropriées et cela peut les détourner de leur chemin pour bâtir leur avenir. C'est dit que l'Internet a des incidences positives sur l'éducation. Aux élèves d'en tirer profit, comme le recommandent les pédagogues. À Moussoro, dans le Baral Gazaël, le gouverneur Amadou doit présider la cérémonie de remise des kits scolaires aux enfants démunis de la dite province, kit offert par l'ONG Albir pour le secours et le développement. Reportage. Par l'association Al-Sabir en France, l'ONG Albir vient au secours des couches vulnérables pour la énième fois dans la province du Bahr el-Ghazal. Cette fois-ci, c'est le secteur de l'éducation qui est bénéficiaire. Au total, 200 sacs seront distribués aux élèves orphelins et ici des familles pauvres. Dans son intervention, le coordinateur de l'ONG Albir, Youssouf Mohamed Abbas, a relevé que ce geste est possible grâce à l'appui financier de l'association Al-Sabir en France. Le délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique du Bahr el-Ghazal, Moussa Abakar Zen, a remercié l'ONG Albir pour toutes les actions entreprises à l'égard des couches diminuées et en particulier les enfants en âge scolaire dans le cadre de l'amélioration des activités d'enseignement et d'apprentissage. Officiant la cérémonie, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdebou, a souligné que l'ONG Albir est un partenaire privilégié du gouvernement tchadien pour son développement durable. La remise de ces kits scolaires témoigne de la volonté de l'ONG Albir pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique éducative du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a ajouté le gouverneur. Signalons que la cérémonie a pris fin par la remise de l'attestation de reconnaissance à l'ONG Albir et la remise officielle des kits par le gouverneur au délégué de l'éducation. Reportage de Judo Adoum. La nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce de Moundou a été installée. La cérémonie a vu la présence du gouverneur de la province du Logone occidental, Amata Abdoulaye. Ahmad Senamat. La Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat CCAMA de la province du Logone occidental a désormais un nouveau président. Il s'agit de Moussa Saleh Brahim. Diasrangar Ngariom en est le vice-président. Tous deux étaient élus en juillet dernier par toutes les composantes socio-économiques de la province du Logone occidental pour un mandat de 4 ans renouvelable. Je vous exhorte à vous mettre résolument au travail afin de booster l'économie de notre province et partant celle de notre pays. Vœux chers du marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Le nouveau président de la Chambre de commerce de Moundou, Moussa Saleh Brahim, assure tout son engagement et son entière détermination pour non seulement défendre les intérêts des opérateurs économiques,
mais aussi et surtout donner un nouveau souffle aux secteurs commerciaux, industriels, agro-pastoraux, mines et artisanaux du Logone occidental pour relever tous les défis. Moussa Saleh Ibrahim compte sur le soutien des autorités et celui de tous les opérateurs économiques de la province du Logone occidental. Dans le mois Chari, Djibril Younous est allé à Danamadi pour sensibiliser la population sur le vivre ensemble. Boko Benoît. Dans cette deuxième étape de la tournée, c'est une marée humaine qui a accueilli la délégation du gouverneur Djibril Younous. Une minute de silence a été observée en mémoire du chef des cantons de Moussoro, décédé des suites de la Covid-19. Le gouverneur Djibril Younous a exhorté la population à abandonner la pratique de l'excision qui mine les deux localités, le mariage précoce. Par ailleurs, Djibril Younous s'est appesanti sur le phénomène du feu de brousse pratiqué par des hommes mal intentionnés. Le maréchal du Tchad, lors de son passage dans la ville verte, il y a quelques jours, nous a instruit, nous a donné des orientations et attiré l'attention des uns et des autres, en commençant par le chef de village, le chef de canton, l'administration, la justice, de faire respecter les textes. Quelques kits scolaires de la Fondation Grand Cœur ont été remis à quelques élèves des établissements et les cache-nez à la population des deux sous-préfectures visitées. La province du Maïki-Ouest, à l'instar des autres provinces du pays, a célébré ce 20 novembre la journée internationale des droits de l'enfant. C'était à l'initiative du mouvement panafricain des leaders. La cérémonie a vu la présence du gouverneur de la province du Maïki-Ouest, Hassan Saline, à Dobadjong Salah. La célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, édition 2020, est donc une occasion pour ces enfants du Maïki-Ouest maltraités, abandonnés, de réclamer leurs droits à l'éducation, à la santé et à la protection. Réclamation que soutient pleinement le mouvement panafricain des leaders. Pour le président fédéral du mouvement panafricain des leaders du Maïki-Ouest, Souleymane Yaya, il est un devoir pour les parents et l'État d'assurer et de créer les conditions nécessaires pour permettre à tous les enfants de s'épanouir pleinement pour que leur avenir ne soit pas hypothéqué ni compromis par l'irresponsabilité des adultes. Les enfants sont l'avenir du pays, confirme le gouverneur Hassan Saline. En tant que représentant de l'État, il s'est dit prêt à œuvrer pour que les droits des enfants soient respectés dans la province du Maïki-Ouest. Politique, le président du Viva RNDP, Rassemblement national pour la démocratie et le progrès, Dr Nouradine Delloua Kassiré Koumaka, a rencontré hier à Morsal, dans la commune du 6e arrondissement, les militants de sa formation politique. Objectif restituer à la base les 28 résolutions issues du 2e Forum national inclusif où l'USUB Semda, militante engagée dans le parti, a été la présidente du comité d'organisation de ce forum. Barelach. Le Rassemblement national pour la démocratie et le progrès, Viva RNDP, convie ses militantes, militants et sympathisants à une réunion extraordinaire de restitution de la synthèse des travaux du 2e Forum national inclusif. Comme le 2e Forum national inclusif a réuni quelques forces vives de la nation en raison de la pandémie du coronavirus, la présidente du comité d'organisation du CIBIA Semda, par ailleurs militante du Viva RNDP, a restitué à la base de cette formation politique les 28 résolutions issues de cette grande messe. Pour elle, cette 2e rencontre a pour intérêt de revoir les avancées significatives du 1er Forum national inclusif, les points saillants et de corriger quelques lacunes. Le président national du Viva RNDP, Dr Nouradine Delloua Kassiré Koumakoui, s'est d'abord réjoui de la désignation de la militante de son parti, Lucie Biasamda, à la tête de la présidence du comité d'organisation, avant de relever que la politique nationale genre est en marche au sein de son parti. Tous les temps, ce sont les hommes qui luttent. Et nous constatons maintenant que les femmes aussi luttent. J'ai trouvé une autre méthode de politique. Au lieu que ce soit moi-même qui parle chaque jour, chaque nuit, je veux que mes sœurs, mes enfants, qu'ils soient filles ou garçons, qu'ils aient l'audace de défendre les idées du parti, de défendre nos idées.
Cette réunion extraordinaire a été une occasion pour les militants, membres du bureau exécutif du comité central des fédérations et sous-fédérations du Viva RNDP de formuler des motions de remerciement et de soutien à leur leader, Dr Nouradine Delwa Kassir Koumakoye, pour son soutien à la candidature du président fondateur du MPS, le maréchal du Tchad Idrissa Déby Itno, au scrutin d'avril 2021. Le parti RNDT de Réveil a installé hier 2 bureaux de la sous-fédération du 7e arrondissement. Il s'agit de membres de femmes démocrates et celui de femmes commerçantes. C'est le premier vice-président du parti qui a présidé cette cérémonie. Gayam Djengar. Le bureau des femmes démocrates et celui des femmes commerçantes du RNDT Le Réveil de la commune du 7e arrondissement ont été mis sur pied. Ces 2 bureaux, composés chacun de 21 membres, sont dirigés respectivement par Ngarnaïla Doum Roseline et Nodjela Goto Clarisse. En les installant, la présidente des femmes démocrates du dit parti de la ville d'Indiamena, Ngaouje Florentine, invite ses camarades à une synergie d'action pour préparer les élections qui se pointent à l'horizon. La contribution de toutes les militantes est indispensable pour la bonne marche du parti, soutient la présidente des femmes démocrates de la fédération du 7e arrondissement. Oui, nous avons les défis à relever. Remporter toutes les élections à venir pour sauver notre honneur. Pour ce faire, nous devons nous mettre en ordre de bataille. Resserrer nos rangs pour arriver aux résultats escomptés. Convié à cette cérémonie, le premier vice-président du parti RNDT Le Réveil, Doutlongar Miayo, exhorte les membres de ces 2 bureaux à se mettre au travail pour triompher les idéaux du parti. La loi d'asile est en cours de validation. Cette adoption est à mettre à l'actif du collectif de l'Association de défense des droits de l'homme et de la Fédération luthérienne mondiale. Dame Guéjoélitné. Les 2 jours de consultation nationale sur la loi d'asile ont constitué un moment important pour les participants qui ont renforcé leurs compétences sur les différentes questions relatives à cet instrument juridique en cours de validation à l'Assemblée nationale. Ayant échangé sur la problématique de l'intégration socio-économique des réfugiés, les participants se prononcent sur l'urgence pour le Tchad de se doter de la loi d'asile. Le débat était vraiment fructueux et je sais qu'à la sortie de cet atelier, un mécanisme est mis en place pour accélérer le processus d'adoption de cette loi. Ça a été enrichissant, fructueux. Il y a eu des débats dans tous les sens avec les différents acteurs. Se félicitant de l'engagement des différentes parties prenantes à multiplier les plaidoyers auprès des décideurs publics pour l'adoption de cette loi d'asile, le président du collectif des associations de défense des droits de l'homme, Maître Nodjitolom Salomon, et le chargé de programme de la Fédération luthérienne mondiale, Kemda Alaran, rassurent de la disponibilité de leurs organisations à accompagner le processus jusqu'au bout, car selon eux, les réfugiés jouent un rôle non négligeable en matière de développement. La carte professionnelle du journaliste, le sujet au centre d'une conférence de débat organisée par la Maison de médias du Tchad, des concerts avec l'UNESCO. Les débats tournent autour de la procédure. Mohamed Suleiman. La question de l'obtention de la carte d'identité du journaliste professionnel a été au centre de cette conférence débat. Les panels constitués de journalistes a situé le rôle des régulateurs, des journalistes et des collaborateurs permanent des organes de presse dans le processus d'obtention de cette pièce. Dans son intervention, le premier conférencier, Maître Bekoutou Adolphe, a mis un accent sur l'importance de la carte professionnelle des journalistes. Le second conférencier, Abdraman Barka, a quant à lui relevé les qualités des journalistes professionnels, l'éthique et la déontologie professionnelle, ainsi que les critères d'obtention de la carte de journaliste professionnel. Le troisième conférencier, Gatander, a axé son intervention sur les textes relatifs au fonctionnement des organes de presse. Les participants à cette conférence se sont interrogés sur le rôle de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel Hama, la procédure de délivrance de la carte de journaliste professionnel, le traitement illégal des journalistes stagiaires par leurs employés et bien d'autres. À ces préoccupations, le conférencier souligne que des critères d'obtention de cette carte sont pris en compte par les anciens textes régissant les organes de presse. Pour les observations, suggestions et propositions formulées, les conférenciers disent prendre bonne note.
DTRNTV, désormais, c'est le nouveau groupe média au Tchad. Il s'agit de Tchad 24, Tchelou TV et Radio N'Djamena 24 FM. La cérémonie de lancement a lieu ce matin. Ousmane Pistakon. Le visage médiatique tchadien s'agrandit. 3 organes de presse, à savoir Tchad 24, Tchelou TV et Radio N'Djamena 24, unissent leurs efforts. Ces 3 organes de presse forment désormais le groupe média de TNRTV pour plus de visibilité. Lorsque vous avez déjà ces décodeurs sous les mains, c'est plus facile encore, n'est-ce pas, de voir des choses et l'image est nette et claire. Et vous avez les débats, vous avez tout ce que vous voulez au moins, n'est-ce pas, au sein de Tchelou. Et surtout, vous avez Novella TV. Le média étant le reflet de la société participe au développement socio-économique du pays. Leur création permet l'éclosion de la culture démocratique. Les acteurs de l'élevage de la province du Maï-Kiviès sont outillés dans leur domaine. Le préfet du département du Maï-Bonnet invite ces derniers à faire preuve de connaissances reçues. De Bangor à Léomo. Les participants recommandent au gouvernement de soutenir le renforcement des capacités des auxiliaires d'élevage par la tenue régulière des formations, doter la direction de l'organisation des professionnels de l'élevage et la sécurisation des systèmes pastoraux en moyens adéquats afin de bien mener sa mission, poursuivre la mise en œuvre des formations et recyclage au profit des auxiliaires au niveau national. Le coordonnateur technique adjoint du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, Dr Zouah Doumaïmbaye, se réjouit de la dite formation dont les connaissances acquises sont utiles pour les participants eux-mêmes qui doivent à leur tour les mettre au service des communautés en vue de donner à l'élevage toute sa place de levier incontournable de l'économie nationale. Le préfet du département de Maï-Bonnet, Ramadan Diarsia, représentant le gouverneur, déclare que le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, accompagnera tous les efforts tendant à promouvoir ce secteur pour accroître les revenus des populations pastorales. Les femmes membres des unions main dans la main mènent une lutte contre la malnutrition. Elles s'élancent dans la fabrication de la bouillie enrichie. Le lancement officiel de leurs activités a vu la présence du secrétaire général de la province du Bar El Ghazal, Djidoualou. Le secrétaire général de la province du Baral Ghazal, accompagné de ses proches collaborateurs, lance officiellement les activités de la fabrication de la bouillie enrichie de cette union. Le secrétaire général de l'Union des femmes Nakdoro, Mariam Issa Mamazen, souligne que l'objectif de cette fabrication de la bouillie enrichie est de lutter contre la malnutrition. Mariam Issa Mamazen de poursuivre que c'est à travers une formation initiée par la Fondation Grand Cœur que les femmes membres de l'Union Nakdoro ont appris les techniques de la fabrication de cette bouillie à base de produits locaux. Aujourd'hui, l'Union des femmes Nakdoro de Moussoro est capable de former les autres femmes de la province afin de lutter contre la malnutrition maternelle et infantile et leur permettre de se prendre en charge à travers les activités génératrices de revenus. Cette farine enrichie faite à base de produits locaux sera comme un ouf de soulagement pour toutes les mères et enfants souffrant de la sous-nutrition. Le secrétaire général de la province du Baral Ghazal a remercié la Fondation Grand Cœur, initié une formation à l'intention de ces femmes et a demandé à celles-ci de former d'autres femmes afin de booster hors de la province du Baral Ghazal la malnutrition. La plateforme culinaire N'Djamena Food et Guerra Touristique a célébré hier la journée nationale de la gastronomie. Placée sous le thème l'alimentation saine, cette 3e édition a pour objectif de valoriser et promouvoir l'art culinaire tchadien. Ali Ibrahim Suleiman. De la journée nationale de la gastronomie est marquée d'un cadre particulier par les promoteurs de l'art culinaire tchadien. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour. Une conférence débat sur l'alimentation saine a permis d'expliquer la place qu'occupe la gastronomie. Pour les conférenciers Fauzi Bichara Adoum et Aladoum Jimta Vincent, l'excès ou l'insuffisance alimentaire cause toujours des problèmes de santé aux consommateurs. L'exposition de divers produits participe à la valorisation de l'art culinaire tchadien. Pour la présidente du comité d'organisation, la gastronomie reflète la culture d'une nation. Nous voulons vraiment valoriser le mets local, le mets de chez nous. On veut vraiment que le public étranger, le public tchadien vienne découvrir c'est quoi l'art culinaire tchadien. Cette 3e édition de la Journée nationale de la gastronomie est marquée par une compétition sur l'art culinaire qui a mis aux prises en hôtellerie. Les maires ont reçu des prix et attestations. C'est pour les encourager à entreprendre et à valoriser la culture tchadienne.
Le Festival des arts et cultures du peuple de la Tandjilé est dans sa phase préparatoire. L'annonce est faite hier au cours d'une conférence de débat pour informer au peuple tchadien sur cette grande messe. Cette conférence de débat axée sur le thème patrimoine culturel, tourisme et développement de la Tandjilé s'inscrit dans le cadre des activités préparatoires du Festival des arts et cultures du peuple de la Tandjilé prévu le premier semestre de 2021. Ce festival, selon le premier intervenant, Dr Marabingar Odilo, a pour objectif de favoriser le brassage entre les fils et les filles de la Tandjilé, sauvegarder le patrimoine culturel et les léguer pour la future génération. Pour l'orateur, la Tandjilé regorge d'énormes potentialités culturelles, entre autres la lutte traditionnelle, la course des pirogues, la danse traditionnelle et bien d'autres. Dans sa présentation, Lydie Béassemda s'est apaisantie sur les mots qui minent le développement de la Tandjilé. Elle a cité entre autres l'enclavement du chef-lieu de la province, des difficultés d'accès aux ressources foncières, l'accès aux ressources financières, le conflit éleveur-agriculteur et l'alcoolisme. Intéressons-nous aussi au secteur touristique. Ce secteur subit depuis quelques mois les effets de la crise sanitaire de la pandémie de la Covid-19. À l'origine, la fermeture des frontières et des hôtels. Mais en dépit de ces difficultés, le tourisme tient le choc grâce à l'appui du gouvernement. Yann Moïbi. Victime des effets liés à la pandémie de Covid-19, le tourisme est l'un des secteurs les plus éprouvés. La fermeture des frontières et des hôtels, décidée dans le cadre de la lutte contre la pandémie, n'a pas été une bonne nouvelle pour ces secteurs. Pour le remettre à flot, le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat et l'ONPTA, Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, sous l'impulsion et les hautes orientations du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, ne cessent de multiplier les initiatives. Dernière en date, la signature le 19 novembre dernier des accords entre le Tchad et son voisin, le Niger. Des documents dans lesquels les deux pays s'engagent clairement à travailler en étroite collaboration pour porter le tourisme sans oublier l'artisanat. Du côté de l'ONPTA, son coordonnateur général Abakar Rositeguil poursuit les discussions avec les tours opérateurs et tous les autres partenaires. Il faut indiquer que l'institution veut coûte que coûte tenir son pari, celui d'organiser les vols directs entre les villes européennes et celles d'Amdjaras. Sur le plan hôtelier, le gouvernement, qui ne lésine sur aucun moyen pour valoriser le patrimoine touristique et culturel du pays des Toumaï, a injecté d'importants fonds pour doter le Tchad d'infrastructures à la hauteur de ses ambitions. C'est le cas de Toumaï Palace en construction, un joyau architectural de 11 niveaux pour lequel 94 milliards de francs CFA ont été déboursés. La désignation du Tchad pour être le premier pays de la zone CEMAC à accueillir le Forum mondial du tourisme en mars 2021 est le couronnement d'un travail abattu avec sérieux et abnégation. Tous ces investissements colossaux confirment sans le moindre doute la volonté du gouvernement de relancer le tourisme pour en faire un secteur clé, pourvoyeur d'emplois et générateur de devises pour l'économie nationale. La ville d'Ati, dans la province du Bata, a abrité la deuxième saison de la course épique. Cette course, organisée par l'association de course de chevaux, s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Bata, Mamata Djibrinalou. Dénommée Maïdan Dati, cette compétition hippique dans un décor naturel typiquement sahélien a réuni des milliers de personnes autour du jet et de la découverte du paysage touristique et culturel de cette province. Après plusieurs courses de présélection, plus de 80 chevaux ont été retenus pour participer à la finale. Ils sont répartis en 5 catégories, une hiérarchisation qui a permis aux chevaux de différents niveaux à participer à des épreuves adaptées à leurs capacités. Les 3 premiers de chacune des 4 catégories ont reçu des prix, dont des motos et des sommes d'argent variées offertes par l'association des courses de chevaux et d'amélioration de la race de chevaux qui a organisé cet événement. Nous avons plusieurs motos qui sont mises en jeu. C'est vraiment pour promouvoir le sport hippique et pour le Bata, c'est d'une importance capitale parce que le Bata est le cœur du pays et le Bata est le représentant du cheptel national.
Vu l'importance de l'événement, le gouverneur de la province de Bata, général des corps armés Benaïdo Tatoula, a dans son discours dit souhaiter que les courses hippiques de cette dimension se tiennent chaque année avec l'implication de plusieurs partenaires et d'envisager que Maïdan Dati se transforme en festival. Parlons de la friperie, est un secteur de commerce négligé autrefois au Tchad, mais vers lequel de plus en plus les personnes se tournent en ce moment. Quelles sont les raisons de cette attraction? Et demande de réponse dans ce reportage avec Noureddin Mamad. Chaque année, plusieurs milliers de tonnes de friperies en provenance de divers pays inondent les marchés de la capitale. Autrefois moins prisée, la friperie constituée de vêtements et d'autres articles attire de plus en plus bon nombre de personnes. Ce commerce se développe davantage dans les différents marchés et de rue de N'Djamena. La friperie, ça vient de l'Europe. Principalement, ça vient de la France, Espagne, Portugal, Suisse, Turquie, jusqu'à même la Chine même apporte la friperie. Même l'Amérique aussi apporte la friperie. Le plus souvent, c'est des choses de bonne qualité qui viennent de l'Europe. Et pour avoir cette chose directement de l'Europe, ça coûte extrêmement cher. Les produits de seconde main attirent particulièrement certaines personnes. Elles apprécient diversement le coût et la qualité. Je vois ici, c'est de bonne qualité quoi. Et de bonnes couleurs. Quoi, je vois. La marque date des marchandises qu'on ne trouve pas dans les prêt-à-porter. C'est ça qui nous passe à venir acheter la marchandise de la friperie. Et également, le prix est abordable ici. La friperie passée légalement selon les procédures douanières occupe de nos jours une place importante dans la société. Commerçants et clients y trouvent leur compte. Le recteur de l'Académie de l'Est, professeur Ataïb Idriss Alaoulaou, a fait une tournée dans les établissements scolaires des différents départements que compte la province du Wadaï. L'objectif est de s'enquérir de réalités que rencontrent ces établissements. Siddiq Saboun Ibrahim. L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'effectivité des cours dans la province, des difficultés que rencontrent les enseignants et des distributions des sacs aux meilleurs élèves, dont de la Fondation Grand Cœur. Partout où la délégation passe, les difficultés sont identiques. Les préfets des différents départements rencontrés ont remercié la délégation pour cette visite qui, selon eux, s'inscrit dans le cadre des renforcements du système éducatif tchadien. Le délégué de l'éducation du Wadaï, Hissène Brahim Abdoulaye, a rassuré que les doléances présentées par les inspecteurs départementaux seront prises en compte et peuvent avoir des solutions le plus vite possible. Le recteur de l'Académie de l'Est, professeur Ataïb Idriss Alaoulaou, a parlé de l'importance de l'Académie et du rôle qu'elle joue pour le renforcement de l'éducation au Tchad. Il a parlé sur l'importance du bilinguisme et de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Signalons que la délégation a remis 1000 masques et quelques dispositifs de lavage de mains au préfet du département de Diouf Al-Ahmar pour la lutte contre la Covid-19. La page étrangère de cette édition nous conduit au Burkina Faso où plus de 7 millions d'électeurs votent depuis ce dimanche pour le compte des élections présidentielles et législatives. Hayat Nassourada. Les bureaux des élections ont ouvert à 6 heures au Burkina Faso qui vote pour élire son président et ses députés dans un contexte politique et sécuritaire tendu. L'opposition, quant à elle, redoute des fraudes massives du camp du président Roch Christian Kaboré, favori pour sa réélection et menace de ne pas reconnaître les résultats. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un second mandat, a voté aux environs de 8 heures pour les élections présidentielles et législatives. J'appelle donc tous les Burkinabés, quelle que soit leur tendance, à ne pas faire preuve de paresse, parce qu'il s'agit de la démocratie du Burkina Faso. Il s'agit du développement du Burkina Faso. Et il s'agit également de la paix dans notre pays. Ils sont 7,5 millions d'électeurs à se rendre dans le bureau de vote pour voter leurs candidats. Les 13 candidats figurent sur un spécimen. Le chef de file de l'opposition a accompli son devoir. Nous sommes des républicains. Tout résultat qui est sincère, nous allons l'accepter et aller acclamer et féliciter le vainqueur. Et nous attendons que si c'est nous qui sommes les vainqueurs, le MPP et son candidat viennent nous féliciter. Est élu le candidat ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. À défaut, un second tour est organisé entre les deux candidats arrivés en tête au premier. Et celui recueillant le plus de voix est déclaré élu. Avant de clore cette édition, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 22 novembre se présente comme suit. Sur 376
échantillons analysés, 9 cas confirmés contact des cas précédents, 1 au Mayukibi Ouest, 1 au Dogon Oriental et 7 en Djamena. 0 guéris, 0 décès, 72 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. La signature, professeur Choua Ouchemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Et sur ce, se referme cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous, bonsoir et à bientôt, Inch'Allah.